Alain Berthaud est designer, directeur artistique, architecte d'intérieur, architecte aussi tout court, professeur à la Cambre. Bonsoir Alain Berthaud. Bonsoir. C'est vrai que ça fait beaucoup d'activités, tout ça, quand on les énumère. Est-ce que vous avez encore le temps, parfois, et quand, de dessiner, tout simplement? Parce que c'est ça à la base, non? C'est une vraie bonne question. En fait, mon bureau, ce sont les moyens de transport. Ah oui, c'est-à-dire que vous dessinez quand vous prenez le métro? J'ai pas de voiture. Ouais. Je pratique beaucoup les transports en commun et les taxis, et pour le travail, les trains et parfois les avions. Et ce sont vraiment les endroits dans lesquels je travaille le mieux, parce qu'il y a moins le téléphone qui sonne et j'ai l'occasion de effectivement dessiner. Mais toutes ces activités sont complémentaires. Oui, ils sont liés évidemment. Mais il y a le bruit autour quand même. Comment vous arrivez à vous concentrer sur, je sais pas moi, la création d'un objet quand vous êtes Avec un casque. entre Arlois et avec un casque, oui. L'isolation. On ne dira pas la marque. L'isolation avec de la musique, ça marche très bien. Ouais. Et en plus, c'est vrai que finalement, on va parler de votre métier, des objets, des meubles, etc. Mais à la base, c'est jamais qu'un crayon et une feuille blanche. Non, c'est comme ça que ça commence. C'est de l'observation et puis de la recherche, effectivement, en dessin. Mais c'est avant tout de l'observation. C'est-à-dire quoi d'observation? C'est-à-dire que vous regardez dans tous les endroits où vous êtes, vous repérez des formes, vous imaginez des formes? Comment Pas des formes, des ennuis du quotidien, des désagréments. C'est-à-dire Expliquez-nous. Un cintre qui s'en mêle entre eux, des cintres qui s'en mêlent entre eux et qui rendent l'usage d'un placard insupportable, une poignée de porte qui heurte la main quand on l'utilise, une chaise inconfortable, des éclairages qui vous donnent un air blafard, tout ce qui fait que les équipements, le mobilier ou les objets peuvent être repensés pour être améliorés. Ouais. Voilà. Moi, je conçois ce métier comme ça. J'ai pas envie de dessiner pour dessiner, j'ai envie de d'abord questionner l'existence même de l'objet, quoi. Et c'est vraiment une approche un peu comme ça, un peu presque médicale, un peu... Ouais, en fait, vous voulez l'adoucir, quoi, le rendre plus humain finalement, non? Enfin, ou plus... Ouais, puis c'est souvent une bonne approche dans le sens où même si le projet n'aboutit pas, ça permet au moins d'analyser la raison pour laquelle un objet existe ou a été dessiné comme ça à un moment donné. Hein, les téléphones en bakélite, ils avaient une raison d'être comme ça. Ouais. C'était quoi, en 2 mots, en fait, tant qu'on y est? C'était l'ergonomie d'un cornet qui était tenu par une main ou par une épaule. C'est vrai, on savait téléphoner comme ça à l'époque, ce qu'on ne sait plus faire, ceci dit. Hein. Oui, exactement. Et puis, bien sûr, le cadran. Donc, il y avait un ensemble de choses, pas beaucoup, mais il y avait 3 ou 4 critères qui faisaient que les téléphones étaient des espèces de meubles en bakélite lourds et stables et assez beaux d'ailleurs, souvent très, très, très intéressants. Mais, et aujourd'hui, vous montrez ça à un enfant de 6 ans, il n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être. Non. Donc, c'est la preuve qu'il y a une grande vacuité là-dedans aussi. Ouais. Plus maintenant qu'avant? Oui, quand même. Hein. Je pense que c'est pas un scoop, je pense que vraiment la durée de vie des objets a quand même méchamment tendance à se raccourcir. C'est d'ailleurs assez dramatique d'un point de vue écologique. Et donc l'obsolescence, pas forcément programmée, mais l'obsolescence est évidemment un des aspects à prendre en compte. En même temps, par rapport à la forme, on sent chez les industriels, mais aussi chez le public, je crois, une nostalgie des formes anciennes ou qui ont marqué. Je pense par exemple à la Fiat qui refait les vieilles Fiat, mais c'est pas que. Enfin, c'est vrai. Il y a un côté comme ça nostalgique. Est-ce que c'est bien ou pas bien ça, selon vous? C'est plus, à mon avis, c'est plus du marketing. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'émotion. Mais c'est partout, hein. Oui, mais c'est bien. C'est bien dans le sens où il n'y a pas de raison de pas, de ne pas offrir au public des émotions qui sont familières. Donc, ça rassure peut-être aussi, non? Exactement, c'est rassurant, c'est sympathique, ça fait partie d'un univers collectif. Donc, quelque part, c'est assez logique de retravailler des formes parfois qui sont peut-être... qui n'étaient plus adaptées aux technologies actuelles, mais qui au moins avaient du sens dans l'imaginaire collectif. Donc c'est pas du tout bizarre de le faire. Mais on n'avance pas en même temps avec ça. Mais c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que la vraie force en matière de design, c'est de réussir à créer des émotions contemporaines
qui ont du sens aujourd'hui. Par exemple, un exemple que je ne maîtrise pas bien, mais qui m'impressionne beaucoup, c'est dans le monde automobile, par exemple. J'ai été assez impressionné par la dernière Range Rover Evoque, qui est un produit assez étonnant quand même, parce que c'est une marque qui fait le lien entre l'univers d'une voiture où on s'imagine qui s'adresse à des vieux bourgeois qui vont à la chasse en botte aigle, en botte aigle avec des golden retrievers et des voilà. Hein, mais c'est un peu ça oh, quand même. Hein, c'est un peu le cliché. Ouais, voilà. vrai. Et en même temps, ce nouveau produit fait le lien entre cet univers-là, cette émotion-là, ce symbole de statut-là, et au fond, les jeunes urbains qui jouent à la Nintendo et qui voilà, qui au fond ont un univers esthétique et émotionnel complètement différent. Et au fond, c'est une voiture, 4 roues motrices, c'est un produit. Et je pense qu'ils ont tellement bien réussi ce produit qu'elle deviendra pour les 30 prochaines années à venir, j'espère pour eux, une des références du marché. Et ça, c'est assez impressionnant. Et c'est là que ça devient de la culture. Ouais. Mais, oui, on rentre dans la culture. Voilà. Pourquoi on achète ce genre de produit-là? Pourquoi, en gros, on achète tel objet, pas un autre? Je parle maintenant de tout le monde, de tout un chacun. Pourquoi on est attiré par telle forme de poivrier, par exemple, et pas telle autre? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, est-ce que ça va chercher en nous une histoire, des premières sensations? Quel est votre avis là-dessus? Mais je pense qu'il y a un mélange de au moins 2 ou 3 choses. Il me semble que les objets doivent avoir un sens. Tous? Oui. Le bon design a du sens instantanément. Il crée du sens. Il est compréhensible. Il doit être compréhensible. Si vous dessinez un objet et que la plupart des gens se demandent ce que c'est ou comment on l'utilise, c'est quand même un problème. Au départ, il doit il doit exprimer tout seul la façon dont il va être utilisé et si possible la façon dont il a été fabriqué, voire même l'endroit où il a été fabriqué. Donc être connecté. Ce qui est rarement le cas, hein, non? Ce qui est très rarement le cas aujourd'hui, effectivement. Pour la provenance. Mais c'est un objet, s'il est sincère, s'il est honnête dans ses intentions, il communique ça instantanément. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples récents comme ça, mais il y en a quand même. Et alors on peut, voilà, on peut, il faut aussi séparer, je pense, la consommation pure et dure, hein, donc voilà, l'aspect consumériste. On achète des objets comme on achète un t-shirt ou une glace, et les aspects utilitaristes, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'un lit, on a besoin d'une douche. On n'est pas forcément prêt à dépenser des fortunes pour ça, et donc c'est aussi bien d'avoir des objets qui sont, c'est même vital, d'avoir sur le marché des objets qui remplissent cette fonction sans d'autres prétentions que celle-là, quoi. C'est marrant parce que vous aimez tellement les objets que vous parlez d'objets comme d'êtres vivants. Vous parlez d'honnêteté, vital même, vous avez même dit le mot vital. D'où vient cette passion que vous avez depuis tout petit, hein, j'ai lu dans votre bio, ça remonte à loin, pour les objets? Avant les objets, j'étais le genre de gamin qui collectionnait les insectes et qui les décortiquait pour voir comment ils étaient. J'ouvrais les animaux pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et comment c'était, comment la carapace d'un scarabée, que protégeait la carapace d'un scarabée, par exemple. Et ensuite les objets. Mais je pense que c'est assez fascinant parfois quand même, hein. Vous avez un objet raconte beaucoup d'histoires. Cachée ou évidente. La vie est courte pour ne pas s'entourer d'objets intelligents, chargés d'émotions ou de sens, ou d'œuvres d'art. Même chose, quoi. Et qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la beauté, donc l'aspect esthétique, ou l'aspect justement plus
de facilité, quelque chose qui rend la vie plus simple? C'est quoi est-ce qu'il y a un milieu? Ah bah oui, ben, clairement, pour moi, le design réussi, c'est lui qui fait Qui fait la passerelle? qui résout cette équation, qui est capable d'être séduisant au quotidien, d'enrichir la vie quotidienne par son aspect élégant, simple, pratique, bien proportionné, où ça crée des surprises par les reflets, par la matière, par la patine parfois que l'objet va prendre, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, par la façon magistrale dont il peut résoudre un problème du quotidien. Ouais. Un problème ergonomique, un petit confort, une Ouais. petite... Je vous ai vu dans une vidéo, vous parliez de robinet. Je ne sais pas si vous vous Ouais, souvenez de ouais. cette vidéo. Pendant, je crois que ça prend 20 minutes. Et vous faites la démonstration du doseur. C'est incroyable. Et là aussi, c'est un objet que tout le monde utilise tous les jours. Et je crois que peu de gens réfléchissent à ce qu'il y a à l'intérieur d'un robinet. En fait, c'est le scarabée qu'on décortique. Ah, tout à fait, oui. Oui, on serait... Enfin, parfois, c'est vraiment fascinant quoi, de regarder ce qu'il y a derrière un interrupteur, un robinet, de regarder l'intérieur d'un matelas ou Mais Alain Berthaud, alors l'envers je me d'un disais en sofa. voyant ça, est-ce que ce monsieur, ce jeune homme, est-ce que il n'est pas compliqué à vivre? J'entends par là quand vous allez au restaurant, quand vous êtes invité chez des amis, on vous apporte le Non, sel, non. le poivre, ça doit être fatigant. Mais non, parce au contraire, c'est pas fatigant, c'est plutôt... Et pour vous, ça doit être usant, non? Mais non, au contraire, parce que c'est une source d'inspiration permanente, quoi. C'est-à-dire que par exemple, vous allez dans un restaurant et vous êtes mal assis. Ouais. Bon. Et tout de suite, En vous soi, c'est pas imaginez très une grave. chaise. Il y a des problèmes plus graves que ça dans la Oui, vie, donc oui, déjà, c'est ça pas oui. très grave. On va peut-être rester moins longtemps dans ce restaurant-là que si on était bien assis. Donc voilà, on se demande pourquoi est-ce qu'on est mal assis, qu'est-ce qui fait qu'il y a une mauvaise acoustique, pourquoi est-ce que ce couteau ne fonctionne pas, etc. Donc et en général, la réponse est assez facile à obtenir, quoi, à imaginer. Et en même temps, c'est pas un jugement, c'est au contraire, ce sont des observations. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de rentrer. Moi, j'adore arriver quand je voyage ou quand je découvre des nouveaux espaces. J'adore être confronté justement à des objets dont je ne connais pas l'usage ou dont je ne connais pas l'histoire. Et alors, c'est comme ouvrir un livre, quoi. Ah ouais. C'est comme découvrir un nouveau roman et rentrer dans une histoire et finir par comprendre ce que c'est, pourquoi ça a été fait comme ça, d'où ça vient, dans quel pays, etc. Il n'y a rien de pire que les intérieurs qui sont des espèces de showrooms. Ouais. Vous détestez les maisons sur clé, j'ai lu ça. Mais, Parce que la maison qui est comme celle du voisin, où tout est là. Parce que souvent, elle est très pratique aussi, cette maison, non? mais non, mais le problème, c'est que comment dire? Il y a des cultures. Si vous allez en Scandinavie, Ouais. le design et l'architecture, c'est vraiment dans la culture populaire. Okay, donc c'est comme, on pourrait dire, c'est comme le chocolat, la bande dessinée ou dans une certaine mesure peut-être le théâtre chez nous. En Belgique, on est vraiment très mauvais en général, en matière de culture générale, on est vraiment très très nul en matière d'architecture et de design. On n'y connaît strictement rien. C'est pas dans la culture populaire. Les gens En Flandre aussi en Flandre un petit peu moins, mais que ça le problème plus, est moins grave. Mais, ouais. mais en Belgique francophone, c'est quand même assez consternant. Ouais. Et il y a beaucoup de... Donc on connaît Horta, hein, parce que après un siècle on ne connaît guère Horta finalement. De rappel, on nous a dit que Horta était important, mais pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'Horta était beaucoup plus que quelqu'un qui faisait des ornements. On ne va pas parler de ça maintenant, sinon on va en parler pendant une heure, mais la force d'Horta, c'était pas l'ornement, c'était beaucoup plus que ça. Il a vraiment révolutionné le plan de la maison bruxelloise. Mais voilà, faites un micro-trottoir et demandez de citer 10 architectes à un bruxellois, et il est incapable de vous répondre. Ouais. Ce qui n'est pas cool, parce que la plupart des gens peuvent vous citer 5 auteurs de bande dessinée, 5 auteurs écrivains ou 5 chocolatiers, mais ça c'est sûr, ouais. Probablement, ce qui est très bien, mais c'est très triste. Je trouve que l'architecture et le design, en général, les métiers de l'environnement,
construit, que ça ne fasse pas partie de notre culture populaire. Ouais. Or, en Italie, en Scandinavie, dans certains pays, il y a ça, il y a cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un glissement aussi, puisque vous parlez de l'Italie? Je me souviens dans les années 80, peut-être 90, il y avait tous ces magasins Alessi, tout ça, voilà, qui promotionnaient un petit peu ce type d'objet. Et j'ai l'impression que maintenant, on parle plus du Danemark ou de Scandinavie, comme vous dites. J'ai l'impression qu'il y a un glissement vers le nord par rapport à ce que j'appelle le design à la portée de tous. Non? Je crois que ça a toujours été comme ça, en fait. Ça a toujours été ces deux pôles-là? Je pense que depuis le début du XXe siècle, ou plutôt depuis l'après-guerre, le design est présent dans la culture populaire pour des raisons post-industrielles, hein, donc Ouais. je veux dire vraiment de renouveau économique après-guerre. Le design était quelque chose de très, et l'architecture quelque chose de très 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 fondamental dans la culture italienne. Mais un goût du beau aussi quand même, non? Et alors, Jusque dans mais les voitures. le beau, je ne sais pas ce que c'est le beau, Ouais. parce que le beau, ça peut être voilà, on parle du design italien, le beau, ça peut être une machine à écrire en plastique rouge, ça peut être une chaise ou une petite voiture. Je crois vraiment, la question n'est pas est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau, la question, c'est plutôt à partir de quel moment il y a eu création de sens. Quand une cafetière en aluminium devient un objet populaire parce qu'il n'est pas cher, il fait du café correct et c'est un objet solide et tout d'un coup on en Quand vend il des n'explose millions. pas, Voilà, quand le joint ne brûle pas, tout d'un coup cet objet est un objet très important pour le quotidien des gens. Mais ce que je veux dire... Et c'est là que ça devient de la culture, Ouais. c'est ça que je veux dire. Est-ce Donc, que le regard, la culture, le fait que ça rentre dans la culture, est-ce que justement ça passe pas par l'éducation? On sait qu'il n'y a pas de cours, par exemple, d'histoire de l'art chez nous, en Belgique, du moins en mais humanité, qu'il faut vraiment choisir ça c'est parfaitement évident. Oui. et que c'est pas le cas en Italie, sans doute dans d'autres pays. Est-ce qu'on n'a pas une carence à ce niveau-là chez nous Énorme, d'éducation à l'art? énorme. On a une carence énorme. C'est-à-dire que c'est ce qui est particulièrement triste d'ailleurs, parce que les gens pourraient améliorer. Le design, c'est pas une question de moyens. Hein. La bonne architecture, c'est pas une question d'argent. C'est une question de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dépenser beaucoup d'argent et posséder des objets dont on n'a pas besoin et vivre très mal. Néanmoins. Et on peut aussi faire exactement le contraire. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens, on peut transformer des espaces et tout d'un coup trouver un confort, solutionner des problèmes pour ses enfants, pour soi-même, pour ses parents qui vieillissent, etc. Et donc le design, c'est pas en Belgique, comme dans d'autres pays d'ailleurs, on en a fait une sorte de qualificatif, on en a fait une sorte de channel un peu de loisirs, d'entertainment, comme si les designers étaient des providers comme si mon travail consistait à nourrir des musées avec des prototypes de produits qui n'auront... C'est vrai, on ne sait pas bien où vous placer chez nous. Alors que c'est vraiment pas du tout ça. Mon métier, c'est de passer mon temps dans des usines avec des industriels qui ont des problèmes économiques, des problèmes stratégiques et des problèmes de production, et ensemble de trouver d'inventer ou simplement de faire évoluer les produits existants ou d'inventer des nouveaux produits qui trouveront leur marché et qui auront du sens. Et donc qui seront pas trop chers à fabriquer, on l'espère, localement, et qui donc créeront quelque chose d'intéressant dans un contexte, et on l'espère, après seront achetés par les gens. Et donc les gens vont s'approprier ce produit et décider plus tard si c'est du bon design ou pas, si ça devient de la culture ou pas, si ça a un succès ou si c'est influent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans ce sens-là. Un designer n'est pas un sculpteur, n'est pas un espèce de petit créateur qui va tout d'un coup balancer sa vision du monde avec deux prototypes. Mais il y a des firmes, parce qu'on parlait de la Scandinavie, il y a des firmes qui ont bien compris ça. C'est par exemple le géant Ikea, qui fait qu'on le veuille ou non, mais enfin c'est quand même, il fait appel à des designers. Vous avez travaillé pour eux d'ailleurs il y a très longtemps, donc c'est du design à la portée de tous quand même, ou pas? Ah ben c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y a une chose, on peut dire beaucoup de choses sur Ikea, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ont popularisé donc de manière positive
l'idée du meuble en kit, Ouais. Accessible à tous aussi, qui en hein. fait avait été inventé par Tonnet. C'est d'abord Tonnet en Allemagne qui a fait ça, et ils se sont fait dépasser après-guerre par Ikea sur ce terrain-là, avec notamment aussi Habitat, Conran à l'époque. Bon, maintenant évidemment c'est plus pareil, mais Terence Conran a beaucoup aidé aussi pour cette idée-là, qu'un meuble pouvait éventuellement être peut-être un bon meuble, même s'il était à assembler soi-même et vendu dans une boîte à plats, etc. Donc pour ça, c'est très bien. Là où ça devient dommage, c'est quand on doit finalement en arriver à produire du quasi-jetable en Chine, ou enfin en tout cas en Asie, et partir du principe qu'un meuble va être remplacé tous les 2 ans. Ouais, durée de vie très courte. Pour qu'il ait un prix très bas et donc forcément une durée de vie très courte. Il y a un problème moral. Moi, je dis souvent, c'est assez, je le pense vraiment, mais je pense que c'est vendre une chaise à 19 €, c'est profondément immoral. Ça ne peut pas coûter 19 € une chaise. Forcément, ça cache quelque chose d'amoral. C'est quand même, que ce soit avec les matériaux utilisés, que ce soit avec même s'ils en vendent beaucoup. C'est pas une question de quantité. Si vous produisez 2000 chaises ou 4 millions de chaises, le prix ne va pas être tellement différent. Le prix commence à être radicalement différent à partir de plusieurs milliers. Donc vous baissez les coûts et les coûts d'investissement. Mais si vous voulez utiliser des matériaux propres, travailler dans des pays qui ont des normes au niveau environnemental, on connaît tout ça. Donc si on veut prendre en considération le coût du transport, le coût carbone, l'impact carbone, etc., on se rend vite compte qu'une chaise doit coûter super minimum 80, 90, 100 € pour atteindre une sorte de dignité et de sens à un niveau local. Et donc, je me souviens que ma grand-mère citait souvent, je crois que Coco Chanel, je pense que c'est elle qui disait ça, elle disait on n'a pas les moyens d'acheter de la mauvaise qualité. Et j'aime beaucoup cette expression-là, c'est-à-dire que il est toujours préférable d'avoir 2 bonnes paires de chaussures, même si on les a achetées 100 € pièce, et on les entretient, on les garde des années, que 10 paires à 12 € fabriquées par des enfants chinois. Et c'est évident, c'est facile à dire, parce que c'est facile à dire évidemment, on ne peut pas dire aux gens, mais voilà, n'achetez pas des chaussures à 10 €. Et puis il y a la crise, on parle tout le temps de ça. Mais exactement, donc c'est quelque chose qui est, évidemment, ça n'est pas un jugement en soi, mais je trouve ça très beau comme attitude, de réussir à faire passer un message qui consiste à dire, ok, peut-être accepter le fait d'investir un tout petit peu plus dans ce que vous achetez, que ce soit une voiture, une paire de lunettes ou une paire de chaussures ou un meuble. Mais posez-vous au moins la question, posons-nous au moins la question d'où ça vient, où ça a été fabriqué, comment, pourquoi. C'est une vraie question. C'est pas anodin, quoi. Alain Berthaud, il nous reste peu de temps, malheureusement, ça passe très vite. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la notoriété, c'est-à-dire que voilà, vous avez reçu un prix, je crois que c'était en 2006, designer de l'année à Courtrai, qui est un petit peu la mecque du design en Belgique, en Flandre, tiens, entre parenthèses. Et puis vous avez des meubles qui ont bien fonctionné aussi, qui ont été repris qui ont été présentés à la Biennale de Venise et puis repris par un industriel. Comment vous vivez ça? Comment vous vivez le moment où tout d'un coup les gens achètent entre guillemets du Berthaud? Ah ben ça fait partie des quelques pourcents du métier qui sont bons pour l'ego et qui sont très agréables. C'est-à-dire que c'est toujours assez touchant. Il faut gérer ça aussi. Vous savez, j'ai pas inventé le virus contre le sida. Hein. Je suis juste un type qui dessine des chaises et des robinets. Donc je crois qu'on fait bien ce métier quand on a conscience de sa très grande vacuité, quoi. Il y a une espèce de... L'important, c'est d'essayer de créer du sens et d'apporter un maximum de valeur ajoutée aux objets qu'on dessine. Quand le public se les approprie en
en masse ou pas, mais quand simplement il se les approprie, et que c'est extrêmement valorisant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on Oui, dit, quand tiens, même. voilà un objet qui a peut-être trouvé sa place, trouvé son public, Vous êtes content quand vous et allez qui quelque fonctionne. part, que vous voyez une de vos lampes ou un de vos meubles, franchement. Ah oui, mais c'est parfois très surprenant. Je me suis rendu compte, par exemple, que le roi de Hollande avait une de mes lampes sur son Ah bureau. bon? Il y a vos collègues d'une émission culturelle qui passe sur Arte Ouais. sont assis sur mes sofas en couleur. Les journalistes du journal télévisé de la RTBF sont assis sur mes chaises. Donc c'est toujours très amusant de se dire, tiens, ah ben voilà, petite trace. C'est très futile tout ça, c'est complètement... mais en même temps c'est très agréable, mais l'important c'est pas ça, l'important c'est le retour qu'on peut avoir des utilisateurs pour faire évoluer ça, pour faire évoluer ces produits, cette espèce de feedback, et ça c'est vraiment passionnant. Parce que parfois les bonnes idées viennent de là, justement, de l'utilisateur, quoi. Et donc il faut rester à l'écoute, mais c'est un métier... c'est quand même très futile cet aspect-là, quoi. Ouais. Mais qui vous passionne quand même. Mais c'est pas pour faire de la philosophie à 2 francs 50, mais très honnêtement, ce que je trouve beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus satisfaisant, c'est par exemple quand je visite l'usine. Quand je vois 150 chaises en ligne en train d'être fabriquées, que je vois plein de gens qui sont en train de les fabriquer, qu'il y a tout un processus, que ça crée des emplois, qu'il y a une espèce de qualité en marche comme ça, une sorte une chaîne de compétences. Hein, parce que moi, je suis un des maillons de cette chaîne. Je ne suis qu'un de ces maillons-là. C'est ça. Un maillon important quand même. Hein. Ben non, un des maillons en amont. Mais voilà. Et après, il y a toute une chaîne de gens qui fabriquent et puis qui vendent et qui marketent le produit. Et observer et vivre cette chaîne-là, ça, c'est vraiment passionnant, oui, parce qu'on fait des rencontres intéressantes, quoi. Merci Alain Berthaud. Merci à vous. Oui. Vous étiez bien assis? Oui. Ça va? Très bien. Ça va encore? Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.